T'es-tu déjà demandé pourquoi les oiseaux avaient tendance à voler en rond? C'est à cause de l'ascendance thermique. Celle-ci se comporte comme une grosse bulle d'air chaud qui s'élève du sol. As-tu déjà fait voler un cerf-volant un jour de grand vent pour le voir monter et descendre? Imagine que ce vent soit chaud et non froid, et qu'au lieu d'un cerf-volant, tu sois un oiseau ou un planeur. Eh bien, ce vent agirait comme une bulle de convection. Celles-ci se produisent lorsque le soleil réchauffe la Terre et que l'air proche du sol se réchauffe à son tour et commence à s'élever. Cela crée une colonne d'air ascendant que les oiseaux et les planeurs peuvent exploiter pour s'élever dans le ciel. Tout comme tu peux utiliser le vent pour faire voler un cerf-volant, les oiseaux peuvent utiliser l'ascendance thermique pour s'élever sans trop battre des ailes. Ils peuvent tourner en rond à l'intérieur de cette colonne et monter de plus en plus haut sans dépenser trop d'énergie. Les grands rapaces tels que les faucons, les vautours et les aigles ont particulièrement tendance à utiliser cette tactique de vol en cercle. Lorsque ces oiseaux tournent en rond dans le ciel, on a l'impression qu'ils restent comme suspendus. Mais non, c'est encore une fois une question d'ascendance thermique. Cela les aide parce qu'en prenant de l'altitude sans se fatiguer, ils peuvent chercher des proies plus facilement ou surveiller leurs prédateurs potentiels à partir d'une position sûre. Les bulles de convection sont également utiles à d'autres créatures volantes, comme les insectes. Il n'est pas rare de voir de nombreux oiseaux voler ensemble en cercle, car cette proximité leur permet d'économiser encore davantage d'énergie. Certains oiseaux, comme les oies et les canards, préfèrent encore adopter une formation en V pour économiser leur force. Ce qui est intéressant, c'est que tous les oiseaux de l'escadron prennent la tête du V à tour de rôle. Au fur et à mesure qu'ils volent, les oiseaux de tête se fatiguent. Ils se replient alors et un autre oiseau prend leur place en tant que leader. De cette façon, chacun d'entre eux a la possibilité de se reposer et d'économiser des forces. L'ascendance thermique peut aussi générer des tempêtes et de puissants orages. Et parfois, lorsque tu vois des oiseaux voler en cercle ou en forme de V, c'est parce qu'ils sentent qu'un orage se prépare. Cela se produit parce que le mauvais temps va de pair avec de basses pressions. Les systèmes de basse pression sont des zones de l'atmosphère où la pression de l'air est inférieure à celle des zones environnantes. Lorsque la pression baisse, l'air peut se déplacer et produire du vent. S'il y a suffisamment d'humidité dans l'air, la dépression peut même provoquer des orages, des fortes pluies, voire des ouragans. Les oiseaux migrateurs sont souvent le plus à même de détecter ces changements de conditions météorologiques. Lorsqu'une tempête s'approche, il peut y avoir des changements dans la pression atmosphérique, la vitesse du vent ainsi que les températures, ce qui peut affecter leur comportement. D'autres animaux ont également des comportements singuliers lorsque le mauvais temps arrive. Les vaches et les autres animaux d'élevage peuvent se blottir en groupe pour se réchauffer et se protéger pendant un orage. On sait aussi que les vaches se couchent dans un champ avant l'orage pour atténuer ce désagrément. C'est tout du moins ce qui se raconte. La croyance voudrait que les vaches prédisent les intempéries et se couchent parce qu'elles peuvent ressentir une baisse de la pression atmosphérique qui accompagne l'approche d'une tempête. Mais la science ne l'a pas encore confirmé, car il n'existe pas assez de preuves permettant d'étayer cette idée. Les vaches aiment effectivement se coucher de temps en temps, mais elles le font pour diverses raisons. Pour se reposer par exemple, ou pour ruminer. Ainsi, lorsque tu en vois une se coucher, tu ne peux jamais être sûr que c'est parce que le mauvais temps arrive. Différentes études ont produit différents résultats. L'une d'entre elles a révélé que les vaches ne présentaient pas de changement significatif dans leur comportement avant la pluie, tandis qu'une autre étude a montré que les vaches se levaient plus souvent à son approche. Les amphibiens, comme les grenouilles et les crapauds, peuvent nous fournir de précieuses informations sur les phénomènes naturels. Lorsque tu entends des grenouilles poisser plus fort et plus longtemps que d'habitude, cela peut indiquer qu'un orage approche. Les grenouilles sont sensibles aux changements d'humidité et de pression atmosphérique, et elles ont tendance à devenir plus actives et à donner de la voix juste avant un orage. Et en ce qui concerne les crapauds, les recherches montrent qu'ils pourraient même prédire les tremblements de terre. En effet, avant un tremblement de terre, on observe des changements dans la composition chimique des étangs où ils vivent. Les déplacements du sol provoquent ces changements, qui à leur tour poussent les crapauds à fuir leur habitat. Les chercheurs pensent que nous devrions étudier ce comportement plus en détail pour prédire les tremblements de terre avec plus de précision. Les chiens peuvent aussi pressentir les orages et le tonnerre. Ils ressentent les changements de pression atmosphérique et leur ouïe et leur odorat sont bien meilleurs que ceux des humains. Lorsqu'une tempête approche, tu peux remarquer certains changements dans leur comportement. Par exemple, ils peuvent se montrer plus agités ou plus collants. Ils peuvent halter excessivement ou se mettre à tourner en rond. Enfin, ils peuvent chercher à se cacher dans un endroit sûr. En effet, les chiens peuvent ressentir l'électricité statique qui s'accumule dans l'air avant un orage. Et ils peuvent facilement être effrayés par le tonnerre et les éclairs.
On a affirmé que les chiens pouvaient également prédire les tremblements de terre, quoiqu'il n'y ait pas de preuves solides à ce sujet. Mais qui s'en soucie? Les chiens n'ont pas besoin de ça pour être nos héros. Les abeilles peuvent également percevoir les changements de pression et de taux d'humidité. Elles exploitent donc toutes ces informations pour prédire l'arrivée d'un orage. Les abeilles sont des insectes sociaux, qui vivent le plus souvent en grandes colonies dans des ruches. C'est pourquoi il est si important pour elles de prévoir le temps qu'il fera. Elles doivent protéger leur foyer et collecter de la nourriture avant que la tempête n'éclate. Ainsi, pour les abeilles, le gros temps est comparable aux jours fériés tant attendus. Elles n'ont plus qu'à se détendre et à manger toute la nourriture récoltée auparavant. Tout comme nous en quelque sorte. Les araignées ont aussi des super pouvoirs en ce qui concerne la météo. Elles ne peuvent pas vraiment prédire le temps, mais leur comportement peut nous donner une indication de la température extérieure. Lorsqu'il va faire plus froid, les araignées ont tendance à se réfugier en intérieur. Donc, si tu en vois beaucoup chez toi, c'est peut-être le signe qu'un temps plus rude est en approche. Tu as peut-être également entendu dire que les serpents pouvaient prédire les séismes. Le mythe à l'origine de cette croyance remonte en fait à 373 avant Jésus-Christ. Lorsque les serpents et d'autres créatures auraient déserté la région avec un important tremblement de terre en Grèce. C'est une chouette histoire, mais il y a peu de preuves tangibles permettant d'étayer cette théorie. Les scientifiques reconnaissent que les serpents et d'autres animaux peuvent percevoir les secousses sismiques quelques secondes avant les humains, parce qu'ils ressentent mieux l'onde initiale. Mais on ne sait toujours pas s'ils sont capables de les détecter plusieurs jours à l'avance. Qu'en est-il des moutons et de leur réputé sixième sens? Il leur permettrait de prédire la pluie ou la neige. Ils se serrent étroitement les uns contre les autres avant une tempête, ce qui pourrait être un moyen de se réchauffer ou de se protéger des intempéries. Mais cette théorie, elle aussi, doit encore être éprouvée. Tu peux aussi entendre les loups hurler pendant les grosses tempêtes. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne le font qu'au moment de la pleine lune. Mais certains experts pensent que le changement de pression atmosphérique qui accompagne un orage peut provoquer une gêne dans les oreilles sensibles des canidés. Et c'est ce qui les fait hurler. Mais là encore, il est difficile de le savoir précisément, car les loups hurlent pour de nombreuses raisons. Ils le font pour signaler un danger, attirer un partenaire et communiquer avec leur meute. Rien ne prouve non plus que la pleine lune les fascine au point qu'ils ressentent l'envie de hurler dès qu'ils la voient. Mais au moins, cela sert à alimenter le cinéma. Les requins ont une oreille sensible au changement de pression de l'air et de l'eau, qui se produit généralement pendant les ouragans et les tempêtes tropicales. Certains experts pensent qu'ils peuvent les détecter et plonger rapidement dans des eaux plus profondes pour rester en sécurité. Des études ont montré que les requins se comportaient fréquemment ainsi avant les tempêtes. Encore une fois, personne n'est sûr à 100% de cela. Mais comme beaucoup d'autres animaux, ils ont bien une capacité particulière à détecter les changements dans leur environnement et à l'utiliser pour survivre et prospérer au fil du temps. Ces déserts arides qui s'étendent à perte de vue semblent sans vie de prime abord. Mais parmi ces sables, il est aussi possible de rencontrer des créatures dangereuses et parfois effrayantes. Certaines d'entre elles ne peuvent présenter qu'un léger risque pour notre santé, mais d'autres resteront à jamais gravées dans ta mémoire. Faisons leur connaissance, en commençant par les plus modérément dangereuses et en terminant par les véritables cauchemars. Tu marches dans le désert et tu vois un gros ours en peluche, les bras grands ouverts. Tu en déduis qu'il s'agit probablement d'un mirage, mais tu t'approches tout de même. Tu avais vu juste, ce n'est pas une peluche mais un cactus géant. Et il y a quelque chose d'étrange à son sujet. Grâce à son étrange pilosité, ses branches semblent s'apparenter aux bras d'un ours en peluche. Il ne s'agit cependant pas de fourrure, mais de milliers de fines aiguilles. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas s'en approcher. Ce cactus se nomme Cylindropuntia bigelovi, ou Cholla urson. Il pousse dans les zones désertiques de l'Arizona et dans le nord du Mexique. Ne t'inquiète pas, ce cactus ne t'attaquera pas pour autant, mais il s'accrochera à ta peau ou à tes vêtements si tu as le malheur de le toucher. Ce manteau de fourrure protège le cactus des animaux, crée de l'ombre et le protège de la chaleur. Les branches latérales sont les parties les plus importantes de la plante, car elles réalisent la photosynthèse et accumulent une grande quantité d'humidité à l'intérieur. Ainsi, malgré tous les dangers qu'il présente, ce cactus peut s'avérer utile pour les gens qui se déplacent dans le désert. Et le danger ici, ce sont les aiguilles. Si tu les regardes de plus près, tu remarqueras leur aspect barbelé. Il suffit de les toucher pour que des centaines d'épines s'enfoncent dans ton doigt. Il est difficile de s'en débarrasser, et les épines provoquent des sensations douloureuses extrêmement désagréables.
Mais ce qui est le plus intéressant avec ce cactus, c'est la façon dont il se reproduit. La plante se clone d'elle-même dans un nouvel endroit. Lorsque les animaux et les hommes passent devant ce cactus et le touchent, ce dernier leur cède un petit morceau de lui-même avec ses épines. Dès que ce morceau tombe au sol, il prend racine et commence à pousser. On augmente le degré de dangerosité. Le prochain monstre du désert court vers nous. Et c'est une autruche. Beaucoup pensent que ces animaux sont des poltrons, tout juste bons à s'enfouir la tête dans le sable. Tu changerais probablement d'avis si tu avais la malchance d'en croiser une. En général, les autruches ne sont pas agressives, mais tu devras prendre tes jambes à ton cou si jamais tu t'approches de leur nid. En revanche, tu as peu de chances de leur échapper, car les autruches ont une vitesse de pointe de 70 km/h. Tu auras besoin d'une voiture pour les distancer, car elles sprintent et frappent leur ennemi de leur poitrine. Il est même arrivé que des autruches attaquent des camionnettes et leur causent d'importants dégâts. Mais le principal danger que représentent ces volatiles réside dans leurs puissantes pattes munies de griffes acérées. Avec celles-ci, ils peuvent porter des coups puissants et même s'acharner sur un adversaire au sol. Alors oui, si tu aperçois une autruche au loin, passe ton chemin. Ce petit lézard tacheté passe presque tout son temps sous terre, dans les déserts arides du sud-ouest des États-Unis et du nord-ouest du Mexique. Parfois, il sort pour chercher son repas. Il a l'air trognon comme ça, mais à vrai dire, il s'agit du très dangereux monstre de Gila. Sa peau épaisse le protège des faucons, des coyotes et d'autres prédateurs. Mais son atout principal, c'est son venin. Les serpents et les araignées injectent leurs toxines à l'aide de longs crocs acérés. Mais le monstre de Gila, lui, s'accroche à sa proie et la mâche pour répandre son venin. Et lorsqu'il mord une personne, il est capable de garder ses mâchoires fermées pendant très longtemps. Il est difficile de se débarrasser de l'animal. Les personnes qui ont ressenti les effets de son venin disent avoir eu l'impression que de la lave en fusion leur passait dans les veines. Malgré cela, le lézard s'est avéré utile à la science. Des médecins ont exploité son venin afin de concevoir des médicaments contre le diabète et l'obésité. Le moment est venu. Prépare-toi à rencontrer l'une des créatures les plus effrayantes du désert. Ne fais aucun bruit et profite juste du silence. Ne bouge pas, il n'y a personne aux alentours. Soudain, tu entends un sifflement venant d'en bas. Tu baisses la tête et tu la vois. Une grosse araignée jaune de la taille de la paume de ta main, aux puissantes mandibules et aux longues pattes, se tapit dans l'ombre de ton corps. Horrifié, tu fuis ce monstre. Mais il te poursuit. Ce n'est pas facile à faire dans une telle situation, mais tâche de te calmer. La créature ne s'intéresse pas à toi. Elle ne veut que ton ombre pour s'abriter du soleil brûlant. En tout état de cause, il vaut mieux ne pas la toucher. Les puissantes mâchoires de l'araignée solifuge peuvent provoquer des sensations très désagréables. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, cette créature n'est pas exactement une araignée. Certes, elle appartient à la classe des arachnides, mais il s'agit d'une espèce distincte. Les Solpugidae. Il aime mordre. Elle n'est pas craintive, et même assez agressive. La solifuge se nourrit d'insectes, de lézards, de rongeurs et de petits oiseaux. Elle peut également se déplacer à une vitesse de 16 km/h. Compte tenu de sa petite taille, c'est très rapide. Il faut être un athlète professionnel pour parvenir à lui échapper. Le plus souvent, on trouve ces solifuges dans les déserts du Moyen-Orient. Mais elles vivent également au Mexique et dans le sud-ouest des États-Unis. Ces araignées sont nocturnes et essaient d'éviter le soleil pendant la journée, de sorte qu'elles seront toujours en quête de ton ombre. D'ailleurs, elles doivent leur nom au fait qu'elles fuient l'astre solaire en toutes circonstances. Tu n'auras aucune chance de leur échapper pendant la journée, mais elles voudront également s'en prendre à toi pendant la nuit, surtout si tu fais un feu. Les Solpugidae courent toujours vers la lumière dans l'espoir d'attraper quelque chose. Certaines espèces de ces araignées émettent même un sifflement pour effrayer leurs ennemis. Calmons-nous un instant et quittons ce désert brûlant. Nous entrons dans les tropiques humides de la Tanzanie. Sous l'écorce des arbres, les tapis de feuilles mortes et dans les grottes obscures, tu pourrais bien rencontrer l'une des créatures les plus terrifiantes de la planète, l'amblypyge, ou araignée 24 heures. Imagine-toi un gros scorpion dépourvu de queue, avec un corps plat qui semble avoir été compressé. Il ressemble aux araignées, mais n'a pas de glandes à venin et ne peut pas tisser de toile. Ce monstre est rapide et silencieux. Mais ce qui est le plus effrayant, ce sont ses 2 griffes avant, 2 fois plus longues que la créature elle-même. Toute proie qu'il attrape ne pourra jamais s'échapper.
Sa vie entière passée dans une grotte sombre a altéré sa vue et l'amblypige essaie donc d'éviter la lumière du soleil. Lors de la mue, il grimpe au plafond et se débarrasse lentement de son ancienne peau. Imagine-toi diriger ta lampe à cet endroit pour y apercevoir de petits cocons d'où sortent des araignées pâles aux pattes excessivement longues. Si tu croises cette créature dans la vraie vie, garde ton calme et éloigne-toi lentement le plus loin possible. Reste sur tes gardes. L'amblypige peut se glisser sous tes vêtements en un clin d'œil et te mordre à l'abdomen. Et ce n'est rien à côté de ce qui t'attend. Bon, d'accord, c'est une blague. Ce gentil petit bonhomme est l'une des créatures les plus timides et les plus inoffensives parmi tous les arachnides. Il a peur de nous et ne s'en prendra jamais à toi. Beaucoup le trouvent majestueux et gardent des amblypiges dans des terrariums faits de verre. Si tu désires un tel animal de compagnie, veille attentivement à ce qu'il ne s'enfuit pas de sa maison. Car si cela se produit, il sera très difficile de le rattraper. En quelques instants, il peut se glisser sous ton lit ou passer par les interstices du plancher. Ensuite, il se rendra dans l'appartement de ton voisin par le biais du système de ventilation et terrorisera les gens qui s'y trouvent. Bon, et pourquoi pas un petit scorpion pour la route? Ce dernier n'est pas aussi effrayant que les autres créatures de cette vidéo, mais il s'agit du scorpion le plus venimeux des États-Unis, le Centruroide sculpturatus d'Arizona. Le problème, c'est qu'on peut le trouver dans le désert, chez soi ou dans son jardin. Cette dangereuse bestiole venimeuse se glisse dans les pièces et pique souvent les gens. Une seule piqûre suffit à provoquer une douleur similaire à celle d'une piqûre d'abeille. Mais une personne allergique peut souffrir de paralysie, de détresse respiratoire et d'autres problèmes de santé extrêmement graves. Un coucher de soleil violet. Tu as dû en voir au moins un au cours de ta vie. Normalement, ça n'a rien d'inquiétant et c'est lié à la façon dont la lumière se propage. La lumière produite par le soleil est blanche. Lorsqu'elle traverse un prisme, on observe des ondes lumineuses de différentes couleurs, du rouge à l'orange, en passant par le bleu, le vert et l'indigo. La lumière se déplace normalement en ligne droite, s'il n'y a pas d'obstacle. Les ondes lumineuses les plus courtes, notamment les bleues et les violettes, sont plus facilement dispersées lorsqu'elles rencontrent ces obstacles, comme les molécules et les aérosols présents dans l'atmosphère. Comme le soleil est bas sur l'horizon au coucher et au lever du soleil, sa lumière doit traverser davantage de molécules, qui dispersent la lumière violette et bleue. Les couleurs que tes yeux perçoivent alors sont le jaune, l'orange et le rouge. Mais dans de bonnes conditions, tu peux voir un magnifique ciel violet. Parfois, un ciel violet apparaît pour des raisons beaucoup plus néfastes. Il peut être causé par des ouragans, des feux de forêt ou des tempêtes de poussière. La concentration de vapeur dans l'air augmente et la lumière se disperse plus que d'habitude. La poussière, le coucher du soleil et des nuages bas contribuent également à ce spectacle naturel. Le ciel devient orange et rouge au crépuscule s'il y a encore assez de lumière. Ensuite, il émet des teintes roses qui se mêlent au bleu foncé du ciel. Tu te souviens de ce qui se passe quand on mélange du rose et du bleu? On obtient du violet. Tous les ouragans ne font pas virer le ciel au violet, et essayer de prévoir si cela va se produire revient à essayer de prédire un arc-en-ciel. Pourtant, des gens ont rapporté que plusieurs ouragans majeurs avaient empourpré le ciel. Un ciel vert peut sembler tout aussi spectaculaire que le violet, mais il est lui aussi synonyme de danger. Il indique généralement qu'un orage, une tempête de grêle ou une tornade se trouve à proximité. Cette couleur unique résulte du mélange des rayons jaunes du soleil et de la lumière bleue des nuages d'orage. Tu profites d'une belle journée en bord de mer avec une brise fraîche dans les cheveux lorsque soudain tu remarques que l'eau commence à se retirer de la plage à toute vitesse. C'est le signe avant-coureur que tu dois t'enfuir le plus vite et le plus loin possible de la plage, car cela signifie très probablement qu'un tsunami est en approche. Une réaction rapide maximise tes chances de survie. Si tu remarques que le niveau de la mer monte, mais sans que cela semble trop extrême, c'est peut-être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas, et cette crue n'est que la première vague de ce raz-de-marée. La suivante, beaucoup plus conséquente et dangereuse, suit généralement dans les 10 minutes. Une autre caractéristique des tsunamis est qu'ils sont accompagnés d'un puissant grondement. Les gens l'ont comparé au tonnerre, au bruit d'une locomotive, d'un hélicoptère ou tout simplement à une puissante déflagration. Tu vois un chenal d'eau agité sur la plage? Il est dans ton intérêt de ne pas t'approcher de l'eau. Il peut y avoir un courant d'arrachement sous la surface qui peut s'avérer extrêmement dangereux.
Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière inhabituelle, ce qui forme des courants d'arrachement. Tu peux alors observer une rupture étrange dans les vagues ou une zone dont la couleur est différente de celle du reste de l'eau. Des bouts d'algues qui partent dans tous les sens sont un autre signe caractéristique de ces courants de retour. Si tu te trouves pris dans un tel phénomène, essaie de continuer à flotter, mais ne cherche pas à aller à contre-courant. Tu ne ferais que gaspiller une énergie précieuse. Appelle à l'aide et essaie de flotter le long du rivage. Une fois que tu es sorti du courant, nage en diagonale en direction de la plage. La prochaine fois que tu apercevras des nuages de forme conique dans le ciel, rappelle-toi que c'est le bon moment pour commencer à chercher un abri. S'ils se présentent ainsi, c'est qu'un orage violent est en chemin. Mais si un nuage de cette forme commence à tournoyer sur lui-même, cela signifie qu'il est sur le point de se transformer en tornade. Si des abeilles se trouvent à proximité, elles peuvent alerter d'un tel cataclysme. Ces petites bêtes travailleuses deviennent plus actives que d'habitude lorsqu'elles sentent qu'une tempête est en approche. Elles accélèrent pour récolter plus de nectar avant que l'orage n'arrive. Et une fois qu'elles ont terminé, elles reviennent toujours à la ruche 10 à 15 minutes avant une forte pluie. Et ce, même s'il n'y a pas de signes évidents de son arrivée. Leur secret ? Des poils supersensibles sur leur dos qui peuvent capter les accumulations électrostatiques des nuages orageux. Depuis des siècles et des siècles, les gens ont remarqué que les animaux se comportaient bizarrement quelques jours avant un grand tremblement de terre. Les chiens n'arrêtent pas d'aboyer, les vaches cessent de produire du lait et les crapauds, les rats et les serpents désertent leur habitat. Il semble que les bêtes puissent ressentir les premières ondes de choc plus faibles que les humains ne remarquent même pas. Les scientifiques ont tenté de trouver une explication logique à ce phénomène et ont conduit d'innombrables expériences. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore parvenus à expliquer totalement ce mystère. Peux-tu sentir l'ozone dans l'air ? Lorsqu'un orage se prépare, c'est l'odeur la plus distincte que l'on puisse percevoir. C'est la charge électrique de la foudre qui la libère en altitude. L'autre odeur de la pluie, plus agréable, est le pétrichor. L'eau de pluie exalte les molécules des plantes, des arbres, du béton et de l'asphalte. Leur arôme se répand partout et tu peux même sentir cette odeur dans ta bouche. Tous les ions positifs présents dans l'air et libérés par un éclair se mélangent à l'ozone et à ta salive. C'est ainsi que tu obtiens ce goût métallique. Lorsque la foudre est sur le point de frapper, tu peux entendre des craquements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant des objets métalliques situés à proximité. Tes mains peuvent commencer à transpirer. Et enfin, tu peux sentir tes cheveux se dresser sur ta tête. C'est un signal très clair qu'il est temps de réagir et cela consiste à fuir pour sauver ta vie. Des charges positives traversent alors ton corps, essayant d'atteindre la partie chargée négativement de l'orage. Et crois-moi, tu ne veux vraiment pas que ces charges se rencontrent. Si tu ne vois aucun abri que tu puisses atteindre rapidement, essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Abaisse ton parapluie et tiens-toi à l'écart des clôtures en fil de fer, des tuyaux, des rails et de tout autre objet métallique. Ne t'allonge pas sur le sol en revanche, il est probablement mouillé, ce qui signifie qu'il est un excellent conducteur d'électricité. Si tu remarques soudainement des crevasses dans l'asphalte à côté de ta maison, il pourrait s'agir d'un signe avant-coureur d'un affaissement de terrain. Inspecte ta maison de l'intérieur. La porte commence-t-elle à se coincer ? Ou peut-être y a-t-il un espace qui se crée entre les murs et le plafond ? Des placards et des tiroirs de cuisine inégaux, des sols inclinés, des escaliers qui commencent à pencher, des infiltrations après chaque pluie et des moulures qui se déplacent sont autant de signes qu'une doline est sur le point de s'ouvrir. Pour savoir s'il s'agit bien d'un affaissement et quel est son degré de dangerosité, il faut faire appel à un bureau d'études en ingénierie géotechnique. Si tu tombes sur une doline préexistante, tu dois rester à l'écart de la zone. Installe une clôture ou une corde afin de la rendre moins dangereuse pour les passants. Enfin, tu auras besoin de l'aide d'un professionnel pour la combler. Certains volcans hurlent lorsqu'ils sont sur le point d'entrer en éruption. Les petites secousses qui se produisent souvent au préalable génèrent un bourdonnement. Il est généralement inaudible à l'oreille humaine, mais il atteint parfois une fréquence qui permet d'entendre cet étrange grondement provenant du sol. Ce bruit est connu sous le nom de trémor harmonique. Dans le cas de certains volcans, il s'agit du bruit des bulles de magma qui vibrent lorsqu'elles traversent les fissures de la croûte terrestre, mais ce n'est pas toujours le cas. Si les scientifiques parvenaient à comprendre la cause exacte de ces hurlements volcaniques, ils pourraient créer un système limité d'alerte préalable aux éruptions. Si tu te trouves dans la nature, prête attention à l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves.
Si leur niveau baisse rapidement alors qu'il est en train de pleuvoir, c'est peut-être le signe d'un glissement de terrain imminent. Et si tu entends un léger grondement ou des bruits inhabituels comme des rochers qui s'entrechoquent, cela peut signifier que des débris sont déjà en route vers toi. C'est évidemment le signe qu'il faut se mettre à l'abri immédiatement. C'est l'heure du grand nettoyage de printemps. Tu te munis d'un chiffon et d'un balai pour te débarrasser de toutes ces toiles d'araignée sur tes fenêtres. Elles n'ont aucune chance cette fois-ci. En enlevant une toile d'araignée après l'autre, tu remarques soudain de la boue aux formes étranges coincées sous le toit et le porche. Qu'est-ce que c'est? Tu t'en rends compte tout à coup, il doit s'agir de nids de guêpes maçonnes. Avec tant de nids côte à côte, il doit y avoir un essaim. Heureusement, les guêpes maçonnes sont des insectes solitaires. Ouf! Toutes ces petites huttes de boue sont remplies d'araignées paralysées. Parfois jusqu'à 500 araignées peuvent être piégées dans ces casiers, attendant juste que les jeunes guêpes éclosent. Si le nid a des trous, cela peut indiquer qu'il est vieux ou abandonné, car les guêpes maçonnes percent des trous pour quitter leur nid. Si tu veux les enlever, il est préférable d'attendre la nuit quand elles ne sont pas aussi actives. Bien qu'elles soient assez placides, si elles se sentent menacées, elles n'hésiteront pas à piquer. On dirait qu'un insecte a été conçu à moitié, puis que son créateur s'est interrompu. Le grillon taupe semble vraiment venir d'un autre monde. Avec des griffes de taupe, un corps de grillon et une tête de crevette, cette créature est un peu l'ornithorynque du monde des insectes. Il n'est pas venimeux et ne mord que si tu le prends au piège dans ta main. Et si tu l'ennuies vraiment, il a un autre atout dans sa manche, ses ailes. Elles peuvent cracher un liquide brun qui sent mauvais, tout comme la moufette. Alors laisse-les juste quitter ta maison et il n'y aura rien à nettoyer. Les bassins rocheux sont pleins de toutes sortes de plantes et d'animaux. Des créatures marines comme les étoiles de mer, les herbes marines, les bernards l'ermite, les petits poissons et toutes sortes de pieuvres. Si tu croises cette petite pieuvre à anneaux bleus, il vaut mieux la laisser tranquille. Elle clignote en bleu néon pour une bonne raison. Cette pieuvre miniature a une morsure venimeuse 1000 fois plus forte que le cyanure et sans antidote disponible. N'essaie pas de la chatouiller avec un bâton ou d'en ramasser une, ça ne vaut pas le voyage à l'hôpital ou à la morgue. Les serpents terrestres ont beau être effrayants, les serpents marins sont d'un tout autre niveau. Dans les océans Indien et Pacifique, on compte environ 50 espèces différentes de serpents de mer et ils sont aussi beaux que dangereux. Heureusement, ils ne semblent pas trop se soucier de nous. Le serpent de mer de Dubois est sans doute le plus venimeux de l'océan, talonné pour ainsi dire par le serpent de mer à bec. Leur venin ferait presque oublier la morsure d'un cobra. Le venin de ces deux serpents est extrêmement dangereux. Heureusement pour nous, il peut mettre des heures à provoquer des symptômes chez l'homme, et il faudrait qu'il transperce ta combinaison de plongée. Si cette mouche se pose sur ton bras à l'extérieur, tu pourrais crier un peu, on ne t'en voudrait pas. La mouche scorpion, comme son nom l'indique, a une queue incurvée qui ressemble à un dard de scorpion. Mais tu peux souffler, elle ne lui sert que pour l'accouplement. Elle a aussi une longue tête en forme de bec qui lui sert à se nourrir après avoir volé des insectes dans les toiles d'araignée. Pour trouver le partenaire idéal, elle adore faire des cadeaux sous forme de salive, comme c'est romantique. Si tu te trouves en Afrique, il se peut que tu passes à côté de ce grand oiseau si tu ne fais pas attention. Le bec en sabot s'immobilisera quand tu passeras devant lui. Pouvant mesurer jusqu'à 1,50 m et avoir une envergure de 2,50 m, le bec en sabot ressemble à un prédateur, bien qu'il soit tout sauf ça. Connu comme l'un des oiseaux les plus lents du monde, presque une statue, le bec en sabot ne fait que manger les poissons près de la surface de l'eau, sans se soucier du monde. Cet oiseau n'a pas du tout peur des humains. Bien qu'il ne soit pas très bavard, il te laissera l'approcher suffisamment pour prendre quelques photos. Si tu entends un petit grincement pendant que tu es dans le jardin, cela pourrait être une souris, un écureuil ou un scarabée rhinocéros qui te fait savoir que tu es trop proche. Ils adorent faire du bruit quand on les dérange. Avec leurs cornes géantes et effrayantes sur la tête, ils peuvent sembler capables de se défendre, mais ce n'est pas le cas. Elle leur sert seulement à déplacer les feuilles et les bâtons de leur chemin et pour empêcher les autres mâles de venir dans les parages de la femelle. Non seulement ils ont une corne sur la tête, mais ils ont aussi une force herculéenne. Ils sont capables de soulever 850 fois leur propre poids. C'est comme si tu pouvais soulever 65 tonnes ou 11 éléphants. Vivant principalement en Chine, le petit cerf huppé est adorable avec sa touffe de poils.
En tout cas, jusqu'à ce qu'il se retourne et se révèle être un cerf vampire. Heureusement, cet animal ne souhaite pas goûter ton sang, ni porter de cape. Seuls les mâles font pousser ces attributs plutôt que des bois pendant la saison des amours, afin de se disputer des territoires et des femelles. Ces crocs ressemblent plus à des défenses d'éléphants qu'à des dents acérées. Non seulement ils ont des crocs, mais ils sont aussi connus pour aboyer comme des chiens et fuir comme des chats quand ils ont peur. La marée rouge est une prolifération d'algues toxiques qui s'élèvent du fond de la mer après des tempêtes particulièrement violentes. Cette algue ressemble beaucoup à du ketchup ou à de la rouille renversée dans l'eau, mais c'est bien pire pour la vie autour d'elle. Les poissons et les organismes marins tenteront de s'échapper une fois exposés aux algues toxiques présentes dans leur eau. Ce n'est pas particulièrement nocif pour les humains qui y sont exposés, mais si tu manges des fruits de mer contaminés par ces toxines, les choses peuvent devenir un peu plus graves. Donc si la mer est rouge, reste hors de l'eau. Certaines araignées aiment arborer des couleurs vives pour montrer qu'elles sont dangereuses, mais pas l'Atrax robustus australienne. Cette araignée noire brillante n'a pas besoin d'artifice pour prouver qu'elle est balèze. Elle peut être très dangereuse si elle décide de te mordre. Elle peut arrêter ton système nerveux en seulement 30 minutes. Tissant leur toile dans n'importe quel abri, comme de vieux rondins, des chaussures ou même des nains de jardin, les Atrax robustus aiment vivre près de notre habitat pour se nourrir facilement. Quand elles en ont assez d'un endroit, elles laissent leur toile derrière elles et partent à la recherche d'un nouvel endroit. Certains disent que les ratels sont intrépides, et en un sens, ils ont peut-être raison. Quand tu es assez courageux pour piquer de la nourriture à un jaguar, un lion ou une hyène, qu'est-ce que tu as à craindre? Ces cousins de la belette ne sont pas seulement féroces, ils sont super intelligents. Ils sont même connus pour utiliser des outils afin de s'échapper des enclos. Les trucs comme les râteaux, les pierres et la boue deviennent des objets à escalader pour regagner leur liberté. En plus de leur ressemblance physique avec la moufette, les ratels possèdent une glande dangereuse près de leur queue qui contient une puissante machine à puer. Ils sont donc courageux, puants, ont une peau extrêmement élastique et résistante, et pour couronner le tout, ils jouissent d'une forte immunité contre les scorpions et les serpents. La meilleure chose à faire si tu tombes sur un ratel, c'est de le laisser tranquille. As-tu déjà entendu parler du champignon Hydnel de Peck? Non? Et son autre nom, le champignon aux dents qui saignent. Ce champignon n'est pas toxique, mais il a un goût si amer que tu devrais y réfléchir à 2 fois avant d'en goûter un. Quand il est jeune et en pleine croissance, ce champignon blanc semble avoir de la gelée rouge qui sort de ses pores. Ce liquide collant est de la sève poussée vers le haut parce qu'elle a absorbé trop d'eau. Le champignon adulte est plutôt fade comparé à cela. Sous le chapeau du champignon, où ses spores sont produites, il y a une structure en forme de dent, comme s'il n'était pas déjà assez bizarre. Les diables de Tasmanie ont la réputation d'avoir très mauvais caractère lorsqu'ils se sentent menacés par un prédateur, lorsqu'ils se battent avec d'autres mâles ou lorsqu'ils cherchent une place à table pour le dîner. On les surnomme diables à cause de leurs dents et de l'un des cris les plus effrayants qui soient au milieu de la nuit. Ils mangent à peu près tout ce qu'ils peuvent trouver. Ils n'ont pas l'habitude d'aller vers les gens, bien qu'ils sachent se défendre s'ils sont menacés. Et vu comme leur morsure est puissante, heureusement que les diables de Tasmanie préfèrent s'échapper. As-tu déjà vu un concombre de mer allongé sur un lit de sable et pensé qu'il ressemblait à un blob? Ces créatures peuvent sembler molles et sans défense, mais elles ont en fait des stratégies fascinantes pour se protéger. Les biologistes ont découvert des composés chimiques qui permettent aux concombres de mer de se protéger des prédateurs et même de leurs propres toxines. Et devine quoi? Ces composés pourraient être utiles à la santé humaine. Lorsque les holothuries se sentent menacées, elles peuvent expulser des parties de leur corps qui ressemblent à des fils. Ces tubes immobilisent les prédateurs dans une étreinte collante et toxique. La toxicité provient de certains composés chimiques que l'on trouve couramment dans les plantes. Il est intéressant de noter que ces substances chimiques sont beaucoup moins courantes chez les animaux, mais que les concombres de mer ont évolué pour les utiliser à leur avantage. Ces substances sont également connues pour leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Elles sont déjà utilisées dans un grand nombre d'industries, comme les cosmétiques. Mais l'utilisation de ces produits chimiques comme moyen de défense pose un gros problème aux concombres de mer. Ils doivent éviter de se contaminer avec leurs propres toxines. Cela signifie que leurs propres cellules ne doivent pas contenir de cholestérol, la cible à laquelle les toxines se lient et qu'elles transpercent.
Les concombres de mer ont donc développé 2 types d'alternatives au cholestérol. Il s'agit d'une stratégie d'autodéfense. Si tu peux produire ces substances toxiques, tu dois être capable de ne pas te rendre malade. Aussi intelligent et mignon soit-il, tu sais maintenant qu'il ne faut pas toucher un concombre de mer si tu en rencontres un par hasard à la plage. En parlant de choses à éviter à la plage, passons à l'escargot à cône marbré. Une créature si unique et si dangereuse qu'elle te fera tourner la tête. Cet escargot est un véritable voyageur du monde. On le trouve depuis la pointe sud de l'Inde jusqu'à Okinawa au Japon et au sud-est de la Nouvelle-Calédonie et des Samoa. C'est une aire de répartition impressionnante. Et ce n'est pas seulement l'endroit où on le trouve qui est intéressant, c'est aussi la façon dont il chasse. Cet escargot est peut-être petit, mais c'est un prédateur féroce. Il adore dévorer les autres escargots et parfois même ses propres congénères. Lorsqu'il a faim, il sort sa longue dent blanche et lance un harpon chargé de poison sur sa proie. Et si cela ne suffit pas, il attaquera sa proie plusieurs fois, juste pour être sûr. Quelle détermination, n'est-ce pas ? Une fois que le harpon a atteint sa cible, la proie est immobilisée et ses muscles commencent à se détendre de façon irréversible. Lorsque la proie est sans défense, l'escargot peut commencer à la dévorer. Où peut-on trouver cette redoutable créature, me diras-tu ? On la trouve dans les eaux peu profondes, généralement sur les plateformes des récifs coralliens ou les pinacles des lagons, ainsi que dans le sable, sous les rochers ou parmi les herbes marines. Fais attention où tu mets les pieds la prochaine fois que tu vas te baigner, c'est tout dire. Le bon côté des choses, c'est que le venin de cet escargot est en train d'être développé comme traitement potentiel de la douleur. Certaines des substances chimiques qu'il contient ont été étudiées et se révèlent prometteuses. Qui aurait cru que ce prédateur inhabituel pouvait aussi avoir un côté plus doux ? La prochaine sur notre liste de créatures à éviter est un petit poisson appelé poisson-pierre. Tu penses peut-être qu'il s'agit d'une jolie petite pierre de compagnie, mais laisse-moi te dire qu'il ne faut pas s'y tromper. En fait, c'est le poisson le plus venimeux de tout l'océan. Ces poissons sont des maîtres du déguisement, se fondant dans leur environnement sur les fonds rocheux ou vaseux des habitats marins de la région Indo-Pacifique. Ce sont de véritables ninjas des mers qui attendent patiemment que leur proie passe à proximité avant de l'attaquer et de l'avaler tout entière. Mais le problème, c'est que l'on peut facilement passer à côté d'un poisson-pierre sans même se rendre compte de sa présence. Je sais ce que tu penses, je ne veux pas marcher accidentellement sur un poisson-pierre. Et crois-moi, tu ne le veux vraiment pas. Ces poissons ont beaucoup d'épines sur le dos et ils libèrent du venin lorsqu'on leur marche dessus. Aïe! Ce venin peut provoquer de terribles douleurs, des gonflements et des lésions tissulaires. Ce n'est pas vraiment une bonne journée à la plage si tu veux mon avis. Mais ne t'inquiète pas, le poisson-pierre n'est pas là pour t'attraper. Il utilise ses épines à des fins défensives et non offensives. Tant que tu ne le déranges pas et que tu ne marches pas dessus, tout devrait bien se passer. Fais simplement attention à l'endroit où tu poses tes pieds et investis peut-être dans des chaussures d'eau. Et si tu te fais piquer, consulte immédiatement un spécialiste. Il est préférable de toujours regarder où tu marches, de traîner les pieds sur le fond pour éviter de marcher directement sur le poisson et de porter des chaussures d'eau si tu te trouves dans une zone susceptible d'abriter des poissons-pierres. As-tu déjà eu le plaisir de rencontrer un poisson-lion de près ? Ce sont des créatures magnifiques, avec toutes leurs couleurs et leurs nageoires qui ressemblent à des ailes et à des accessoires. Il est facile d'être fasciné par leur élégance, mais ne te laisse pas tromper par leur apparence éblouissante. Il ne faut pas se moquer d'eux. En fait, c'est l'un des poissons les plus dangereux de l'océan. En cas de piqûre, tu ressentiras une vive douleur, voire des réactions allergiques. Le poisson-lion injecte son venin par ses nageoires dorsales et pelviennes aiguisées. Ils ne sont pas agressifs et ne te piqueront pas à l'improviste, mais ils se défendront s'ils sont provoqués ou attrapés. Ce n'est pas seulement leur venin qui les rend dangereux, ils possèdent également de minuscules dents. Mais au lieu de les utiliser pour mordre les prédateurs, ils ont quelque chose d'encore plus dangereux, leurs nageoires. Le poisson-lion utilise ses nageoires en forme de colonne vertébrale pour repousser les prédateurs, et malheureusement, les humains en font partie. Ainsi, même s'il est tentant de s'approcher de ce poisson pour lui dire bonjour, il faut se méfier de ses épines acérées. Mais voilà, le poisson-lion peut être mangé. Certains disent qu'ils sont même délicieux.
Et comme ils constituent une menace pour les écosystèmes des récifs, leur consommation est encouragée. Il suffit de veiller à retirer d'abord les épines venimeuses. Si tu fais de la plongée avec masque et tuba, ou si tu nages près des coraux dans l'océan Atlantique ou Pacifique, tu rencontreras peut-être ces poissons étonnants. Garde une distance raisonnable entre toi et le poisson-lion, et il ne se sentira pas menacé ou effrayé au point de te piquer pour se défendre. Les oursins peuvent également causer des problèmes si tu tombes dessus. Ne t'inquiète pas, ils ne sauteront pas du récif et ne te lanceront pas des épines. Ils ne sont pas du tout agressifs. Ces créatures sont partout, des rivages rocheux aux récifs coralliens, et sont très répandues dans presque toutes les étendues d'eau salée, y compris dans tous les océans du monde. Il n'est donc pas surprenant que les blessures causées par les oursins soient également assez fréquentes. Mais bon, les accidents arrivent, surtout lorsque nous sommes distraits par une jolie petite tortue ou trop excités à l'idée d'explorer un nouveau site de plongée. Parlons maintenant de leur mécanisme de défense. Ces petites bêtes ont deux moyens de se défendre, leurs épines et ces minuscules structures en forme de mâchoire qui peuvent injecter une substance douloureuse. Certaines espèces possèdent de longues épines acérées qui peuvent facilement percer une combinaison de plongée épaisse et se loger profondément dans ta peau. Aïe aïe aïe! Mais ne t'inquiète pas, éviter les oursins n'est pas sorcier. Essaie simplement de rester conscient de ce qui t'entoure, de faire attention aux épines qui dépassent dans le sable et de contrôler ta flottabilité. Cela t'aidera à rester à quelques mètres au moins des coraux qui peuvent cacher des oursins dans leurs crevasses. Et si une entrée sur le rivage présente de nombreux oursins, choisis un autre site de plongée. Ce n'est pas grave. Parlons maintenant des premiers soins à apporter en cas de piqûre d'oursin. Tremper la zone dans de l'eau chaude pendant 1h30 peut aider à décomposer la substance dangereuse et à soulager la douleur. Retire soigneusement les épines à l'aide d'une pince à épiler et rase la zone pour éliminer ces pointes gênantes. Lave ensuite la zone blessée avec du savon et rince à l'eau douce. Applique également des crèmes topiques si tu en as dans ton sac de plage. Et bien sûr, surveille les signes d'allergie et contacte immédiatement un spécialiste si tu remarques quelque chose d'étrange. Mais n'oublie pas que les oursins ne sont qu'un des nombreux dangers des profondeurs. Il y a aussi les vers de feu barbus, les poissons globes et le corail de feu. Ne soyons donc pas trop durs avec nos petits amis oursins. Après tout, comparés à certaines de ces autres créatures, ils sont plutôt dociles. Bien que le code Da Vinci ne puisse pas rivaliser en matière de mystère avec le Da Vinci Code, le déchiffrer peut offrir une protection cruciale contre de potentiels cambriolages. Ce code de la PINS consiste en une série de notes et d'alertes cryptiques que les cambrioleurs utilisent pour communiquer entre eux. Ils avertissent ainsi leurs complices des risques et périls auxquels ils pourraient se heurter en s'attaquant à une propriété spécifique. En comprenant et en décryptant le code de la pince, nous autres, simples citoyens, pouvons efficacement protéger nos maisons et nos biens des intrus et assurer notre tranquillité d'esprit au moyen d'une sécurité renforcée. Regardez plutôt ça, un joli nain de jardin. Eh bien, s'il ne vous appartient pas et que vous ne l'avez pas placé là vous-même, c'est un agent du code Da Vinci. La police met en garde contre une tendance préoccupante qui implique le placement de nains inconnus dans les jardins des particuliers. Ce ne sont pas des cadeaux et ils ne sont pas arrivés là par erreur. Ces nains peuvent servir de signal pour des cambrioleurs potentiels, soucieux de déterminer si une maison est vide. Vous devez donc toujours rester vigilant et prendre les mesures qui s'imposent pour protéger votre propriété. Les autorités américaines rapportent qu'une bande de cambrioleurs sévissant dans le comté de Fairfax, en Virginie, s'introduit dans les maisons en utilisant des bouquets de fleurs et des bombes de peinture aérosols. Il semblerait qu'une femme se présente à la porte avec les fleurs, mais que si personne ne répond, elle retourne simplement à sa voiture. Ensuite, 2 hommes entrent par effraction et dérobent les bijoux et l'argent. Ils tâchent de rester incognito en interférant avec les caméras de sécurité des maisons. Les cambrioleurs dessinent des symboles mystérieux dans la rue pour communiquer avec d'autres criminels au sujet de cibles potentielles. Ces symboles peuvent indiquer qu'une maison est aisée, qu'elle a déjà été cambriolée ou qu'elle ne contient vraiment pas d'objets de valeur. De manière plus alarmante, ils peuvent également indiquer qu'une femme seule et vulnérable vit dans cette maison ou que le maître des lieux est particulièrement crédule ou facile à effrayer. La police est parvenue à déchiffrer la signification de plusieurs de ces symboles. Par exemple, un X suggère que la maison ferait une bonne cible, tandis qu'un X entouré d'un cercle indique qu'il n'y a rien à voler à l'intérieur. Un D majuscule barré signifie que s'introduire dans la maison est trop risqué, tandis que 5 cercles arrangés en étoiles indiquent une maison de riche.
Des symboles supplémentaires peuvent révéler si une maison est équipée d'un système d'alarme ou a déjà été cambriolée. Ces signes ne sont pas les seules choses qu'il faille surveiller. Méfiez-vous des démarcheurs inconnus qui peuvent sembler hésitants ou suspects lorsqu'ils frappent à votre porte. S'ils ne sont pas en mesure de vous présenter une pièce d'identité officielle ou une raison valable de leur présence, il est préférable de rester vigilant. Soyez prudent avec quiconque prétend représenter une entreprise de service sans pouvoir vous en apporter la preuve. Il pourrait avoir des raisons bien plus sinistres de vouloir accéder à votre maison. Il est important de rester à l'affût de ce qui se passe autour de vous, en particulier en ce qui concerne les gens louches qui pourraient rôder autour de votre domicile. Gardez un œil sur quiconque semble traîner près de votre maison, griffonner des notes suspectes, ou simplement observer votre propriété avec un peu trop d'intérêt. Ce comportement pourrait indiquer que quelqu'un surveille vos faits et gestes, peut-être en quête de failles ou de vulnérabilité dans la sécurité de votre domicile. Assurez-vous de signaler tout comportement suspect aux autorités et prenez les précautions nécessaires pour vous protéger, vous et vos biens, contre d'éventuelles menaces. De plus, méfiez-vous de ces individus qui prétendent réaliser des sondages ou des études de marché. Si certains sondages sont plus ou moins légitimes, les escrocs pourraient très bien s'en servir comme moyen de collecter des informations sur votre domicile et vos habitudes quotidiennes. Méfiez-vous également des associations caritatives qui semblent plus intéressées par votre maison que par vos dons ou votre obédience. Ce pourrait être révélateur d'une potentielle arnaque. Faites également preuve de vigilance avec tout véhicule inconnu qui tourne dans votre quartier, car il pourrait être en train de repérer des cibles potentielles. Si vous retrouvez votre boîte aux lettres bourrée de tracts ou de prospectus, ce pourrait être le signe que quelqu'un garde un œil sur votre maison ou essaie de recueillir des informations. Les cambrioleurs peuvent tenter de provoquer un faux accident pour vous inciter à quitter votre maison. Soyez prudent et ne tombez pas dans le piège. En cas de doute, n'hésitez pas à composer le 112. De plus, méfiez-vous de ces appels téléphoniques étranges, où votre correspondant ne dit pas un mot. Si vous recevez des appels répétés de ce type, ce pourrait être un signe que votre maison est ciblée par des cambrioleurs qui veulent savoir si vous vous trouvez bien là. Trouver un prospectus de pizzeria ou un journal sous votre paillasson peut également laisser entendre que votre maison est surveillée. Si ces choses ont été laissées pendant la nuit, cela pourrait laisser de potentiels intrus savoir que la maison est vide. Assurez-vous de les faire disparaître dès votre retour. Adrian Pritchard, autrefois l'un des criminels les plus recherchés de Nouvelle-Zélande, se consacre désormais à aider les gens à se prémunir des cambriolages qu'ils commettaient autrefois. Pritchard a passé une décennie à commettre toutes sortes de larcins, parmi lesquels des centaines de cambriolages qui ont débuté alors qu'il était encore enfant. Plus de 20 ans après sa dernière libération de prison, Pritchard, qui a maintenant la cinquantaine, aimerait partager ses connaissances en matière de prévention du crime. Pritchard et ses associés effectuaient de leur surveillance pendant la journée et s'introduisaient dans les propriétés la nuit. Ils utilisaient diverses techniques afin d'explorer les maisons et les commerces, sans être détectés. De plus, ils se livrèrent parfois à des actes de pur vandalisme, comme retourner intégralement la maison d'une victime par bravade. Aujourd'hui, Pritchard réside à Hawke's Bay, avec ses 3 filles, et se consacre à aider ses voisins à se prémunir des cambriolages. En s'appuyant sur ses expériences passées, il offre de précieux conseils sur la sécurité domestique, comme investir dans des caméras de surveillance, garder les objets de valeur loin des fenêtres, et éviter des cachettes trop communes pour les doubles de clés. Pritchard souligne par ailleurs l'importance d'avoir un bon verrou et de vider régulièrement sa boîte aux lettres. Du fil barbelé peut apporter une mesure de sécurité supplémentaire. À travers ses efforts pour éduquer les propriétaires, il s'efforce de leur empêcher de subir les mêmes outrages qu'il a autrefois infligés à d'autres. Rentrer chez soi, dans une maison fraîche et bien rangée après les vacances, est toujours un profond soulagement. Mais il est important de se rappeler qu'une maison parfaitement impeccable peut signaler à d'éventuels cambrioleurs que personne ne se trouve là. Tâchez de laisser quelques objets du quotidien en vue, comme une planche à repasser avec une pile de vêtements qui doivent être repassés. Cela donnera l'impression que vous venez de sortir à l'instant au lieu de vous absenter pour une longue période. De plus, vous ne devriez jamais publier d'informations sur vos vacances sur les réseaux sociaux. Et il est recommandé de ne pas inscrire vos dates de voyage sur des calendriers trop visibles, car cela peut donner aux criminels une fourchette précise pour planifier leurs actions. Pour donner l'impression que quelqu'un est toujours à la maison pendant votre absence, vous pouvez demander à un ami de garer sa voiture dans votre allée ou de laisser la radio allumée à plein volume. Il serait également judicieux de demander à quelqu'un de fermer et d'ouvrir vos rideaux ou vos stores pour donner l'impression que la maison est occupée.
Assurez-vous également de supprimer toute trace évidente de votre absence, comme une enveloppe étiquetée « Argent des vacances », et demandez à un ami de déplacer les choses dans votre maison de temps en temps. Il est très important de veiller sur les maisons de vos amis ou de vos voisins qui pourraient être incapables de le faire eux-mêmes, en raison d'une hospitalisation ou d'un déplacement professionnel. Des tâches simples comme tondre la pelouse, relever le courrier et même sortir vos propres poubelles peuvent aider à dissuader les cambrioleurs potentiels en donnant l'impression que quelqu'un est toujours présent. Rafraîchir l'apparence de la maison, en remplaçant ses rideaux décolorés ou en taillant le jardin, peut également aider à prévenir les effractions. Maintenant, si vous remarquez l'un de ces signes caractéristiques ou si vous êtes méfiant à l'égard de toute activité de porte-à-porte, il est important de savoir contacter les autorités pour qu'elles vous viennent en aide. Privilégiez toujours votre sécurité et celle de votre domicile, en restant vigilant et en prenant les précautions appropriées. Rappelez-vous, bien que ces signes n'indiquent pas toujours une activité criminelle, ils devraient toutefois vous inciter à prendre les mesures qui s'imposent. L'anomalie de la mer Baltique. En 2011, une équipe de plongeurs est descendue tout au fond de la mer Baltique, au nord. Ils partaient à la chasse au trésor. Mais ils ont découvert un objet plutôt bizarre. Ils ont pris des photos qu'ils ont ensuite partagées et certaines personnes ont cru qu'il s'agissait du vaisseau spatial d'une civilisation inconnue. D'autres ont pensé qu'un phénomène naturel avait donné forme à cet objet. Mais les métaux à l'intérieur de la structure ne pouvaient pas avoir été formés naturellement. Aujourd'hui, certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un objet datant de la période glaciaire. Peut-être même d'une météorite qui s'est retrouvée prise dans la glace à cette époque. Un maelstrom est un tourbillon, une sorte de puissant courant rotatif qui se forme lorsque deux courants se rencontrent, créant un vortex circulaire. Même les intrépides vikings avaient peur des maelstroms. Leur puissance était telle qu'ils pouvaient faire couler de très grands navires. Ces tourbillons restent dangereux aujourd'hui encore. Mais heureusement, les grands bateaux modernes ne craignent plus grand-chose. Ils sont désormais capables de résister à cette puissance. Cependant, un paquebot qui croise le chemin d'un maelstrom sera généralement exposé à des vagues si massives qu'il en sera violemment secoué. La force de certains maelstroms est si formidable qu'on les compare parfois à des sortes de trous noirs. Et non, les trous noirs n'appartiennent pas seulement à l'espace intersidéral. On les trouve ici même, sur notre planète, sous la forme de tourbillons océaniques. Ce qui les rapproche de ces monstres célestes, c'est le fait que rien de ce qu'ils capturent ne peut leur échapper. Ces trous noirs sous-marins peuvent faire jusqu'à 150 km de diamètre. Si tu te retrouvais pris dans l'un d'eux, tu ne t'en rendrais sans doute même pas compte, leur influence s'étend bien au-delà de ce que l'on peut détecter. À cause de leur taille, ils échappent même aux équipements les plus modernes. Voici quelque chose de plus reposant. La prochaine fois que tu vas à la plage, ouvre grand les yeux et tu verras peut-être ce phénomène optique qu'on appelle le flash vert. Tu peux le voir un peu après le coucher du soleil ou juste avant son lever. Il se produit lorsque le soleil se trouve presque complètement sous l'horizon, mais que son bord supérieur est encore visible. Pendant 1 ou 2 secondes, la couronne solaire te semblera verte. Car, en réalité, tu observeras le soleil au travers des parties les plus épaisses de l'atmosphère, tout en bas du ciel. Tandis qu'il descend sous l'horizon, sa lumière se réfracte dans l'atmosphère, ou se courbe et se disperse. Choisis une journée claire, sans nuages ni brume à l'horizon, et tu pourras constater ce phénomène. Tu étais impatient de te baigner, mais en arrivant à la plage, tu vois que l'océan est rouge. Mieux vaut éviter de faire trempette. La Floride est célèbre pour ses marées rouges. Cela se produit lorsque la concentration de l'algue Karenia brevis est supérieure à la normale. La plupart des algues dans les eaux marines, les rivières et les lacs sont sans danger pour les animaux et les humains. Elles nous aident même. Elles sont en effet une grande source d'oxygène. Mais certaines, comme celles qui donnent cette teinte rouge à l'océan, peuvent être extrêmement dangereuses pour la faune aquatique, pour les tortues de mer, les poissons et les oiseaux marins. Ce type d'algue peut se développer de façon incontrôlée et produire des neurotoxines très nocives pour les humains, surtout pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Ces personnes doivent à tout prix éviter les zones de marée rouge, surtout lorsque les vents puissants poussent les algues vers le rivage. Les volcans peuvent émettre des gaz toxiques, des cendres et une lave rougeoyante. Ces dangers sont bien connus des hommes depuis des siècles. Mais les volcans sous-marins peuvent aussi être dangereux.
Parfois, ceux qui sont situés dans des eaux peu profondes révèlent leur présence en projetant des débris de roches et de la vapeur très haut au-dessus de la surface. En raison de la présence de l'eau, leurs effets seront différents de ceux qu'on trouve sur la terre ferme. Lorsqu'ils entrent en éruption, de l'eau de mer peut pénétrer dans leurs évents. La lave peut se répandre sur le plancher océanique, parfois même se déverser depuis des volcans terrestres. Lorsqu'elle entre dans l'eau, elle se refroidit si rapidement qu'elle peut passer à l'état de gravats et de sable. On trouve des débris volcaniques en grande quantité dans ces zones. Tu as déjà vu ces étranges plages de sable noir à Hawaï? Elles sont le résultat de cette activité. La lave et les puissantes éruptions représentent un danger évident. Mais les volcans sous-marins, dans les eaux profondes, sont tout aussi dangereux, même quand ils n'entrent pas en éruption. Ils produisent des poches d'air. Ces bulles diminuent la densité des eaux environnantes, ce qui peut même provoquer des naufrages. Le pire, c'est que lorsque tu regarderas la surface de l'océan, tu ne sauras pas qu'un danger t'attend. Tu ne verras pas ces poches d'air qui peuvent déséquilibrer même de très grands navires. Et ce, sans crier gare. La mer croisée est un phénomène rare, beau à observer mais aussi très dangereux. C'est quand on voit des vagues carrées. Elles sont assez fréquentes dans les zones peu profondes de l'océan. Tu peux observer ce phénomène près de l'île de Ré ou depuis les plages de Tel Aviv, mais aussi dans de nombreuses autres zones du monde entier. Cela se produit lorsque deux systèmes de vagues se propageant dans deux directions différentes viennent se croiser. Elles forment alors un motif en damier. Cela arrive en général après le passage d'un front atmosphérique. Et cet état de mer se structure en une grande quantité de flux directionnels. Ces vagues peuvent être dangereuses pour les nageurs et les plaisanciers. Les vagues produites par les forts courants océaniques peuvent être imprévisibles et mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. On les appelle parfois des murs blancs. Leur puissance est telle qu'elles peuvent faire chavirer des bateaux de grande taille. Si tu remplis un verre avec de l'eau de mer et que tu regardes avec attention, tu y verras des quantités de très petites particules. L'eau de mer contient des sels dissous, des graisses, des algues, des protéines et d'autres débris de matière artificielle et organique. Si tu secoues ce verre, de minuscules bulles apparaîtront à sa surface. C'est ainsi que l'écume de mer se forme, lorsque les vagues et les vents agitent l'océan. Lorsque l'écume de mer est épaisse, cela peut être dû à une grande concentration d'algues. Lorsque les algues se désagrègent dans la mer, leur matière dérive souvent vers les rivages. En général, l'écume de mer n'est pas dangereuse pour les humains. Mais lorsqu'elle contient des algues décomposées, elle peut être nocive pour notre environnement. Il peut arriver que des poches d'air éclatent et libèrent les toxines qu'elles contiennent. Cela peut causer une irritation des yeux ainsi que d'autres problèmes de santé. Les mascarets se produisent dans l'embouchure et le cours inférieur de certains cours d'eau. Une marée puissante va à la rencontre du courant et repousse le fleuve. Les mascarets font partie de la catégorie des ressauts hydrauliques, un changement soudain du niveau de l'eau. Il s'agit d'une poussée positive, ce qui signifie que la vague remonte le courant du fleuve, rendant sa masse beaucoup plus importante. Un raz-de-marée négatif, c'est lorsque le cours d'eau devient soudainement très peu profond. Tu ne verras pas de mascarets partout. Le fleuve doit être assez peu profond et son embouchure doit être assez étroite. La zone où la mer et le fleuve se rencontrent doit être plate et large. De plus, la zone située entre la marée basse et la marée haute doit faire au moins 6 mètres de large. Bien sûr, il y a quelques exceptions, comme pour l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. L'embouchure de l'Amazone n'est pas étroite, mais il s'y produit quand même des mascarets. C'est parce que son embouchure est peu profonde et comporte de nombreux bancs de sable et autres îles basses. Ce mascaret est la raison pour laquelle l'Amazone ne possède pas de véritable delta. L'océan Atlantique emporte rapidement ses sédiments, empêchant une telle formation. Les mascarets sont souvent imprévisibles et peuvent être extrêmement violents. Il arrive même que l'eau du fleuve passe d'une couleur verdâtre ou bleue à une couleur brunâtre. Ils peuvent endommager la végétation et même arracher les arbres. Ainsi, les sports de loisirs comme le kayak et le surf peuvent être dangereux dans ces zones. Mais si tu veux simplement observer un mascaret d'un peu plus près, fais attention. Il pourrait littéralement dérober le sol sous tes pieds et t'emporter dans ces eaux agitées. Au cœur d'une forêt dense, une personne entreprend une randonnée en forêt, s'enfonçant dans les profondeurs mystérieuses de cette nature sauvage.
Mais il ne s'agit pas d'une promenade ordinaire à travers les bois. Elle va bien vite prendre un tour étrange, pour ne pas dire franchement inquiétant. Notre protagoniste, une lueur d'audace dans le regard, découvre un terrier caché dans l'ombre. La curiosité l'emporte sur la peur, et notre explorateur s'en approche. Ce n'est pas un terrier quelconque, c'est celui d'un renard. Et si c'était une mauvaise idée, et qu'il fallait mieux s'enfuir? Pendant la joyeuse saison printanière, lorsque la nature s'anime d'une énergie vibrante, les renards poursuivent toujours le cycle complexe de la vie. C'est à cette époque que les renards recherchent le confort de leur sanctuaire souterrain. Le reste de l'année, lorsque le monde alentour est luxuriant, le renard préfère se prélasser au soleil et passe tout son temps en surface, sauf lorsque le temps se gâte. C'est dans les conditions les plus défavorables qu'il se réfugie dans son terrier, à l'abri des intempéries. Ces terriers de renards ne comportent généralement que quelques entrées, parfois recouvertes de terre et de débris épars. Pendant les mois d'hiver, les renards s'affairent à creuser avec diligence de nouvelles galeries en prévision du printemps à venir. Parfois, parmi les vestiges de leur voyage souterrain, on retrouve des restes de renards morts, témoignant du cycle sans fin de l'existence au sein de ces complexes réseaux souterrains. Si l'on explore les environs d'un terrier de renard, on remarquera des traces fraîches de repas à l'extérieur des terriers pendant les mois d'avril à juin. C'est à cette période, lorsque les renardeaux enjoués honorent la forêt de leur présence, que l'on peut trouver des vestiges de leur festin, un signe certain de cette nouvelle vie qui se développe. À quoi ressemblent donc ces terriers? Après tout, ce ne sont pas les seuls animaux qui ont des tanières dans la forêt. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Les terriers de renards, demeures impénétrables de ces êtres espiègles, sont généralement situés dans des zones où la verdure est abondante. Ces animaux peuvent se tapir sous les branches d'un arbre ou se réfugier sous d'imposants rochers. Si tu tombes sur un petit trou douillet qui semble taillé sur mesure pour un renard, et que tu humes cet arôme incomparable accompagné d'autres indices révélateurs comme des os éparpillés, c'est que tu as probablement découvert une tanière de renard. Hélas, mon curieux ami, il n'y a pas de recette infaillible pour savoir où ces rusés canidés choisissent d'établir leur tanière. Ils possèdent une étonnante capacité d'adaptation à divers environnements, qu'il s'agisse de prairies ouvertes, de forêts denses ou même de l'impitoyable toundra. Imagine un peu, le terrier d'un renard se compose d'au moins 4 ou 5 parties. Il y a l'entrée principale, le tunnel d'accès, la tanière principale et une chambre secrète qui sert de réserve de nourriture. Selon la taille de la meute, il peut y avoir des chambres supplémentaires pour accueillir toute la famille de renards. Visualise maintenant l'ouverture de la tanière d'un renard. L'entrée et le tunnel d'accès forment un couloir qui s'enfonce d'1 à 3 mètres sous terre, connectant le monde extérieur au refuge douillet qui s'y trouve. Ah, mais ce n'est pas tout. Les renards, en administrateurs avisés, stockent tous les trésors qu'ils ont trouvés dans leur tanière. Oui, ils ont leur propre cache de nourriture où ils dissimulent toutes ces délicieuses trouvailles. Le nombre de chambres dans la tanière peut varier en fonction de la taille de la meute, car ces animaux rusés veillent à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour mettre bas et élever leur adorable marmaille. Ils peuvent même creuser des tunnels supplémentaires et créer d'autres entrées, au cas où le besoin s'en ferait sentir. Parlons maintenant d'affaires culinaires. Les renards sont des gourmets avertis qui stockent de la nourriture en grande quantité, prêts à affronter l'hiver et la saison des amours. Pour autant, ce ne sont pas des accapareurs. Ils mettent généralement de côté juste ce qu'il faut pour les temps à venir, étant donné qu'ils n'ont pas la chance de trouver une proie fraîche tous les jours. Les baies et les fruits ornent souvent leur garde-manger, tandis que ces carcasses délectables sont au centre de leur menu gastronomique. Tu es curieux de savoir si les terriers des renards sont proches les uns des autres? Si la terre est riche en nourriture et en eau douce, on peut parfois trouver 2 ou 3 tanières dans un rayon de 25 km². En revanche, si les ressources sont rares, il te faudra peut-être étendre tes recherches à un rayon de 50 km² pour trouver un terrier.
Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Les renards, fidèles à leur nature débrouillarde, ont souvent plusieurs tanières. Ils conservent leur tanière principale, souvent appelée tanière natale, et la valeur sentimentale qui va avec. En outre, ils gardent une tanière de secours pour faire face à des circonstances imprévues. N'oublions pas non plus leur capacité à s'approprier ou emprunter les tanières abandonnées. Ce sont des petits malins, n'est-ce pas? Parlons maintenant de ces merveilleux animaux. Les renards se déclinent en une multitude d'espèces, de variations et de tailles disséminées à travers toute la planète. Mais la vedette est le renard roux, que l'on trouve sur tous les continents, à l'exception des glaces de l'Antarctique. Si la plupart des renards préfèrent la tranquillité des paysages ruraux, ne sois pas surpris de les voir s'aventurer dans les zones urbaines et suburbaines, où leur chemin peut croiser celui de l'homme. Ah, les rencontres entre le renard et l'homme, c'est l'histoire de deux extrêmes. Certaines âmes bienveillantes tentent de gagner la confiance de ces animaux, en leur offrant des friandises et en les amadouant. D'un autre côté, il y a ceux qui tremblent à la simple vue d'un renard, craignant leur nature féroce et farouche. Imagine maintenant ce scénario. Que se passe-t-il si un renard s'approche de toi ou même t'attaque? En règle générale, les renards ne constituent pas une menace pour l'homme et n'ont pas de mauvaises intentions. Ils préfèrent se régaler de petits mammifères ou de poules, réservant leur agressivité à la chasse ou à leur propre défense. Pourtant, des cas de confrontation entre humains et renards ont été signalés, parmi lesquels quelques incidents. Il est donc essentiel de connaître les mesures à prendre si un renard s'approche ou se jette sur toi. Les renards peuvent en effet être domestiqués. Pourtant, ils restent essentiellement sauvages, et leurs actes peuvent se montrer tout à fait imprévisibles. Ils peuvent embrasser temporairement la captivité, puis revenir à leurs instincts primaires lorsqu'ils se sentent acculés, menacés, tiraillés par la faim ou tout simplement effrayés. Naturellement, les renards nous considèrent comme des menaces potentielles, et il est dans notre intérêt de faire preuve de la même prudence. N'essaye jamais d'approcher un renard, même s'il semble amical et docile, car son tempérament peut changer en quelques secondes et te prendre au dépourvu. Évite les mouvements brusques et résiste à l'envie de te rapprocher, car cela pourrait agiter ou effrayer notre ami renard. Dans la plupart des cas, lorsqu'un renard aperçoit un homme à proximité, il prend rapidement la fuite ou se cache. Toutefois, si tu te retrouves à affronter un renard, la meilleure marche à suivre est de faire un pas en arrière et de lui laisser l'espace dont il a besoin. Si un renard persiste à s'approcher ou si tu en rencontres plusieurs à la fois, eh bien l'ami, éloigne-toi d'eux et laisse-leur leur territoire. N'essaye pas de les approcher ou de les nourrir, encore moins à la main. Laisse-les vaquer à leurs occupations de renard, pendant que tu les observeras de loin. Si un renard se retrouve piégé, par exemple en entrant dans ton garage, il est impératif de rester calme. Évite d'élever la voix ou de provoquer une agitation inutile, car cela pourrait inciter le renard à t'attaquer. Au contraire, reste silencieux, garde une distance respectable avec l'animal et offre-lui un moyen de s'échapper. Veille à ce que les portes et les fenêtres ne soient pas obstruées, afin de rendre au renard la liberté tant recherchée. En temps voulu, il s'échappera aussi vite qu'il est devenu. Toutefois, si la chance ne te sourit pas et que tu te retrouves dans la situation malheureuse d'une attaque de renard, n'oublie pas de garder ton calme. Abstiens-toi de lâcher ton chien dessus ou de le poursuivre. Laisse le renard s'en aller de lui-même. Si ce dernier persiste et refuse de reculer, un grand bruit ou quelques battements de mains peuvent ne suffire à le faire fuir. Et tu peux maintenant profiter de ta balade la forêt. Tu as l'habitude de prendre des autostoppeurs en te rendant au travail? Dans ce cas, tu devrais prendre connaissance de l'arnaque de l'autostoppeur sur la route. Il s'agit d'une escroquerie qui vise les conducteurs peu méfiants. L'escroquerie commence généralement par une personne qui se fait passer pour un autostoppeur et fait signe à une voiture sur le bord de la route. Elle peut prétendre être en détresse ou avoir besoin d'un chauffeur pour se rendre dans une ville voisine. Dans certains cas,
L'autostoppeur peut demander au conducteur de s'arrêter à un endroit précis, comme une station-service ou une supérette, où il disparaîtra avec l'argent ou d'autres objets de valeur qu'il aura volés. Cette escroquerie peut également se dérouler en équipe. Un groupe de personnes fait signe à une voiture et demande à être pris en stop. Une fois la voiture en route, ils menacent le conducteur et volent de l'argent, des objets de valeur, voire la voiture elle-même. Il est important d'être conscient de cette escroquerie et d'être toujours prudent lorsque l'on prend des gens en stop. Il est préférable d'éviter de donner de l'argent ou d'autres objets de valeur à toute personne qui prétend avoir besoin d'un transport et de ne jamais s'arrêter à un endroit qui n'est pas sûr ou familier. Les autostoppeurs ne sont pas le seul motif d'ennui sur la route. Une tranche de fromage n'est pas quelque chose que tu t'attends à trouver sur ta voiture garée, n'est-ce pas? Pourtant, c'est peut-être le signe d'une situation dangereuse. Une femme a raconté cette expérience en ligne, pensant qu'il s'agissait d'une simple farce faite par un jeune du quartier. Elle a décidé d'appeler une amie et de lui demander de l'aide pour nettoyer la voiture. Mais lorsque les deux femmes ont commencé à enlever le fromage fondu sur le pare-brise, elles ont vu quelque chose d'étrange à proximité. Elle se souvient avoir vu arriver une camionnette blanche. À l'intérieur se trouvaient plusieurs hommes qui les regardaient avec méfiance. Comme elle n'était pas seule, elle a jugé qu'il n'y avait pas de danger à finir de nettoyer la voiture. Même si elle ne se sentait pas à l'aise à l'idée d'être dévisagée, il leur a fallu près d'1 heure pour gratter le fromage qui avait fondu sous l'effet de la chaleur. Elle s'est tout de même demandé s'il ne s'agissait pas d'une tactique pour voler une personne. En effet, la plupart des gens seraient tellement concentrés sur le nettoyage de leur voiture qu'ils seraient indistraits et ne garderaient pas un œil sur les objets qu'ils ont laissés dans la voiture, comme les sacs, les portefeuilles ou même les articles récemment achetés. Parfois, il pourrait s'agir d'une stratégie d'enlèvement. Le fromage collant obligerait la personne à se concentrer sur le nettoyage de la voiture et l'empêcherait de voir les personnes suspectes qui s'approcheraient d'elle en temps voulu. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, si jamais tu vois un morceau de fromage sur ta voiture, autant le laisser tel quel, tant qu'il ne te bloque pas la vue et qu'il n'affecte pas vraiment ta conduite. Le plus sûr est de le nettoyer à la maison. Ou alors, il faut se rendre à la station de lavage la plus proche, qui saura comment nettoyer au mieux le véhicule sans abîmer la peinture. Bien sûr, l'arnaque du morceau de fromage sur une voiture n'est peut-être qu'une coïncidence. Mais certaines escroqueries sont plus légitimes, comme la suivante, qui est une méthode assez inhabituelle pour s'emparer des voitures des autres. Si tu remarques un t-shirt ou un sweat à capuche sur ton pare-brise, ou même enroulé entre tes balais d'essuie-glace, ne t'empresse pas de t'en débarrasser. Là encore, il peut s'agir d'un objet délibérément placé là pour détourner ton attention pendant qu'on t'enlève ta voiture. Pars aussi vite que possible, si tu le peux, et rends-toi dans un endroit sûr, bien éclairé et peuplé de gens. Là, tu pourras retirer sans risque l'objet qui se trouve sur ta voiture. Certaines personnes ont même trouvé de l'argent sous leurs essuie-glaces. Il est assez évident que ceux qui l'ont laissé là avaient probablement la même intention. Il existe des méthodes efficaces pour réduire les risques de se faire voler sa voiture. Lorsque tu gares ta voiture, fais en sorte que tes pneus soient tournés vers le trottoir. Si les roues de l'auto sont dans cette position, les voleurs ont moins de chances de pouvoir se déplacer avec le véhicule. Ils verront que la voiture nécessite plus de temps et d'énergie pour être bougée, et elle deviendra donc une cible moins intéressante. Malheureusement, les escroqueries sur la route sont assez courantes, et l'une des plus répandues est la fameuse arnaque à la dépanneuse. Cette escroquerie consiste à laisser de l'huile, des clous métalliques ou des éclats de verre sur la route et à attendre que les conducteurs tombent dans le piège. Si une telle pratique endommage la voiture, les escrocs surgissent de nulle part et te proposent des services de remorquage à des prix extrêmement élevés. Ils essaieront de faire pression sur toi pour que tu utilises leurs services, car la plupart du temps, ils placent ces pièges à des endroits stratégiques. Ils font en sorte que les gens soient isolés dans des endroits où la visibilité est réduite et où il n'y a pas de station-service en vue pour évaluer les dégâts occasionnés à la voiture. Si par exemple le remorquage est la seule option possible, le remorqueur en profitera pour emmener la voiture dans des ateliers non agréés par ta compagnie d'assurance. Cela signifie que tu devras payer encore plus d'argent pour récupérer ta voiture. Si tu conduis depuis assez longtemps, tu sais que le conducteur qui percute un autre véhicule par l'arrière est toujours responsable. En effet, il convient de toujours garder une distance confortable par rapport à la voiture qui précède, afin de pouvoir s'arrêter en toute sécurité en CA d'urgence. Certains escrocs en profitent pour freiner brusquement à plusieurs reprises, provoquant ainsi une collision.
Cette tactique dangereuse est utilisée pour obtenir de l'argent pour de prétendus dommages et même pour de faux frais médicaux. Pour éviter d'être victime de cette escroquerie, il convient de réduire sa vitesse et de garder une distance de sécurité, en particulier avec les véhicules suspects ou les conducteurs chaotiques. Si un escroc continue à t'importuner dans la circulation, la meilleure chose à faire est de te rendre au poste de police le plus proche et de le dénoncer. Prenons un exemple. Tu es en train de rouler sur la route et soudain, un motard attire ton attention et te fait remarquer que tes roues fument. Tu t'arrêtes rapidement sur le bas-côté de la route. Le motard se propose alors de t'aider en appelant un mécanicien pour qu'il vérifie tes roues. Étonnamment, le mécanicien arrive très vite, mais il désactive ton système de freinage pendant qu'il inspecte la cause de la fumée. Il te demande ensuite de tester tes freins, qui ne fonctionneront évidemment pas puisqu'il les a déjà désactivés. Faisant semblant d'être serviable, il te propose de réparer tes freins, mais il te demandera un prix énorme pour cela. Morale de l'histoire, reste fidèle à ton mécanicien ou à ta société de remorquage de confiance. On ne sait jamais qui on peut rencontrer sur la route. Certaines escroqueries ne sont même pas authentiques, mais constituent des légendes urbaines. De nombreuses personnes affirment avoir vu le Wrong Way Man, ou l'homme qui roule à contresens, sur les routes. Une version de cette histoire mentionne un homme coincé dans une rue à sens unique, provoquant le chaos et la confusion, alors que les autres conducteurs tentent de l'éviter. On dit de cet homme qu'il est fou et dangereux, avec un regard sauvage dans les yeux et un penchant pour la conduite imprudente. D'autres versions disent qu'il ne conduit même pas, mais qu'une fois que tu vois cette personne mystérieuse sur le bord de la route en rentrant chez toi, tu dois faire demi-tour et éviter de retourner dans ta maison pendant au moins une semaine. Autrement dit, quelque chose de grave pourrait se produire. Il existe d'innombrables récits d'accidents évités de justesse avec ce mystérieux personnage. Certains disent même qu'ils ont été frappés par l'homme et qu'ils ont subi de graves blessures. Malgré les nombreuses observations et histoires, il n'existe aucune preuve concrète de l'existence réelle de l'homme qui roule à contresens. De nombreux experts pensent que cette légende n'est qu'une simple mise en garde, destinée à rappeler aux gens qu'ils doivent faire attention à ceux qui les entourent et conduire prudemment. Cependant, la légende persiste et continue d'être transmise de génération en génération, ce qui en fait l'un des mythes urbains les plus tenaces de tous les temps. Bienvenue chers invités et bienvenue au Simp Aquarium. Ici, vous allez pouvoir admirer les créatures marines et océaniques les plus dangereuses qui soient, mais ne vous laissez pas induire en erreur par ce que j'ai dit. Il est fort possible que vous croisiez l'une de ces créatures sous-marines lors d'une banale promenade à la plage. Alors, regardez-les attentivement dès maintenant et vous pourriez bien éviter le pire. Est-ce un poisson ou un vieux caillou ? Ce que tu observes est communément appelé le poisson-pierre, ou encore cynancée pour les intimes. Si tu aimes la plongée et l'observation des fonds marins, tu en as peut-être déjà croisé un sans même t'en apercevoir. Son apparence fait qu'il est presque impossible de le distinguer de n'importe quelle autre pierre, en raison de sa coloration grise et de son aspect tacheté. Surtout si tes lunettes de plongée sont un peu embuées. Enfin, tu ferais mieux de faire attention car sinon les conséquences pourraient être fâcheuses, puisque les poissons-pierres sont parmi les plus venimeux qui soient. Bien que certains types de poissons-pierres soient connus pour vivre dans les rivières, la plupart d'entre eux résident dans les récifs coralliens près des tropiques des océans Pacifique et Indien. Les épines de leur nageoire dorsale, en forme d'aiguille, se dressent lorsqu'ils se sentent dérangés ou menacés, et injectent le poison qu'elles contiennent. La raison la plus courante des piqûres de poissons-pierres est que les nageurs marchent dessus sans s'en rendre compte. Cependant, il n'est pas nécessaire de se trouver dans l'eau pour se faire piquer. Comme ils peuvent survivre hors de l'eau jusqu'à 24 heures, tu devrais aussi faire attention où tu marches quand tu vas à la plage. Les personnes qui se sont faites piquer par des poissons-pierres décrivent cela comme une expérience extrêmement pénible. Ce venin peut entraîner des infections, et dans certains cas, il est connu pour avoir résulté en un état de choc, voire une paralysie. Cela peut sembler surprenant, mais en dépit de sa mauvaise réputation, le poisson-pierre est tout à fait comestible, s'il est préparé correctement. Lorsque le poisson est cuit, son venin se décompose. Et si ses nageoires dorsales, qui sont la principale source de son venin, sont retirées, le poisson-pierre cru peut aussi être servi en sashimi. Cette créature peut sembler sortie d'un film de science-fiction, mais elle est bien réelle. Dis bonjour à la pieuvre à anneaux bleus. Ne te laisse pas abuser par sa petite taille, qui peut aller de 12 à 20 cm en comptant les tentacules, car ces petites bêtes sont bourrées de venin, capables d'affecter jusqu'à 26 personnes en quelques minutes.
Tout comme les poissons-pierres, les pieuvres à anneaux bleus se trouvent dans les océans Pacifique et Indien, du Japon à l'Australie. Elles vivent généralement dans les récifs coralliens et les zones rocheuses du fond des mers. On peut aussi en trouver dans les mares résiduelles, les herbiers marins et les lits d'algues. Les pieuvres à anneaux bleus ne sont pas agressives par nature. Lorsqu'elles ne sont pas en quête de nourriture, comme des crabes et des crevettes, ou à la recherche d'un partenaire, elles se cachent souvent dans les récifs marins, les coquillages ou les crevasses. Ce n'est que si elles sont provoquées, acculées ou saisies à pleine main qu'elles deviennent dangereuses pour l'homme. Lorsqu'elles sont menacées, elles prennent une couleur jaune vif et des anneaux bleus iridescents apparaissent sur tout leur corps, en guise d'avertissement à leurs prédateurs potentiels. Leur piqûre passe généralement inaperçue, tu ne pourrais donc pas te rendre compte que tu as été piqué avant qu'il ne soit trop tard. Le venin d'une pieuvre à anneaux bleus peut provoquer des vertiges, ainsi qu'une perte d'essence et des capacités motrices, et finalement la paralysie. Alors vaut mieux garder tes mains pour toi et reculer en vitesse si tu en vois une. Non, ce n'est pas un bouquet de fleurs, alors n'essaie pas de cueillir et de sentir une de ces choses rosâtres en forme de cube. Ce qui se trouve devant tes yeux est un animal marin appelé l'oursin fleur. Il a peut-être l'air magnifique, mais ne te laisse pas tromper par son apparence. Il a été nommé l'oursin le plus dangereux dans le Guinness Book des records en 2014. Les oursins fleurs habitent les zones tropicales du bassin Indo-Pacifique et vivent généralement dans les récifs coralliens, les rochers, le sable et les herbiers marins à des profondeurs de 0 à 90 mètres. Leur caractéristique la plus remarquable est leurs pédicellaires, qui sont des organes défensifs en forme de griffes, que l'on trouve aussi chez les étoiles de mer. Ce qui les différencie de tous les autres oursins est le fait que leurs pédicellaires sont, comme leur nom l'indique, en forme de fleurs, et généralement de couleur blanc-rosé à blanc jaunâtre avec un point central violet. Cachés sous ces fleurs, ils disposent également d'épines courtes et émoussées. Bien que de nombreux oursins délivrent leur venin au moyen de ces épines, les oursins fleurs le font au moyen de leurs pédicellaires ou fleurs. Si elles ne sont pas dérangées, les extrémités de ces fleurs présentent généralement une forme élargie en coupe ronde. Leur surface dispose de minuscules capteurs avec lesquels ils peuvent détecter les dangers. Et lorsqu'elles entrent en contact avec de telles menaces, ces fleurs se referment immédiatement et commencent à injecter leur venin. Ce qui est curieux, c'est que les petites griffes de ces fleurs peuvent parfois se détacher de leurs tiges, s'accrocher au point de contact et continuer à injecter du venin pendant des heures à quiconque les a touchées. On dirait une flaque géante de glace à la framboise fondue, non? Tu aimerais bien, sauf que c'est une méduse à crinière de lion, aussi appelée cyanée capillaire. Elles sont connues pour préférer les eaux froides. C'est pourquoi on les trouve principalement dans les océans Arctique, Atlantique Nord et Pacifique Nord. Mais il est également possible de les apercevoir autour des îles britanniques et dans les eaux scandinaves. La méduse à crinière de lion est l'une des plus grandes espèces connues de méduses. Elles doivent leur nom à leurs longs tentacules, semblables à des cheveux, qui peuvent atteindre une longueur de 3 mètres. Et bien que le diamètre moyen de la cloche d'une méduse à crinière de lion soit d'environ 50 cm, elle peut parfois atteindre un diamètre de plus de 2 mètres. La plus grande méduse à crinière de lion jamais observée a été vue en 1865 au large des côtes du Massachusetts. On a mesuré qu'elle avait des tentacules d'environ 36 mètres de long pour un diamètre de plus de 2 mètres. Pour te donner un ordre de grandeur, elle était plus longue qu'une baleine bleue. Les méduses à crinière de lion chassent en étendant leurs tentacules tout autour, créant ainsi un piège pour attraper leur nourriture. Comme elles disposent d'environ 1200 tentacules urticants, il faudrait un poisson extrêmement chanceux pour espérer leur échapper. La piqûre d'une méduse à crinière de lion ne présente généralement pas un danger mortel, mais il faut tout de même éviter de nager à travers ses tentacules, car cela peut s'avérer très douloureux pour les humains. Et si tu en vois une échouer sur la plage, mieux vaut ne pas la toucher, car elle peut te piquer encore longtemps après avoir été rejetée sur le rivage. Fait amusant, la méduse à crinière de lion apparaît dans l'histoire de Sherlock Holmes, la crinière du lion, en tant que suspecte. Mais ne t'inquiète pas, nous ne donnerons aucun spoiler. Le dernier animal marin que tu observes à présent est un serpent de mer. Et oui, ils sont différents des anguilles. Il existe 69 espèces identifiées de serpents de mer. La plupart d'entre eux se trouvent dans les eaux tropicales et subtropicales des océans Indien et Pacifique. Et ils existent depuis des millions d'années. Pour faciliter les choses, les scientifiques ont séparé toutes les différentes espèces de serpents de mer en 2 catégories. Les vrais serpents de mer et les trichots rayés.
Alors que les vrais serpents de mer passent presque tout leur temps en mer, les trichoréiers peuvent aussi ramper sur la terre ferme. Si tu vois un serpent sur la plage, tu peux déterminer s'il s'agit d'un serpent de terre ou de mer en regardant sa queue. S'il ressemble à une pagaie, alors c'est un serpent de mer que tu as là. Mais assure-toi de garder tes distances dans les deux cas. Tous les serpents de mer doivent faire surface régulièrement pour respirer, car ils n'ont pas de branchies. C'est pourquoi tu pourrais en croiser un pendant que tu nages. Si cela arrive, tu ferais mieux de t'éloigner le plus vite possible, car la plupart des serpents de mer ont davantage de venin que le cobra ou le crotale moyen. Cependant, comme ils n'attaquent que s'ils sont provoqués, les morsures sont assez rares. Un autre fait anodin sur les serpents de mer, ce sont les seuls reptiles à donner naissance dans les océans. La majorité des serpents de mer gardent les œufs en eux et donnent naissance à des petits serpents presque déjà formés tout en nageant. Mais ce n'est pas le cas du trichoréier à lèvres jaunes. Ils se rendent sur la terre ferme pour pondre leurs œufs. Tu te souviens du poisson-pierre au début de notre visite? Ils sont chassés par les serpents de mer. Et oui, c'est ça la chaîne alimentaire. À ton avis, qui gagnerait entre un grizzly affamé et une baie mûre? Un tigre en colère et une jolie fleur? Un énorme python et un buisson verdoyant? La réponse n'est pas si évidente. Tu vas maintenant découvrir qui sont les vrais patrons de la jungle et des forêts. Rencontre les plantes les plus dangereuses de la Terre. Voici la ciguë aquatique. Elle pousse en Europe et en Amérique du Nord dans les zones marécageuses des champs et des prairies. Tu peux aussi trouver cette plante sur les rives des cours d'eau. Elle semble inoffensive, mais c'est l'une des plantes les plus toxiques qui soit. Les toxines de la ciguë aquatique peuvent causer des dommages importants à un adulte en moins de 15 minutes, mais seulement si tu l'avales. De nombreuses personnes la confondent par erreur avec l'artichaut, le céleri et l'anis. Mais malgré son dangereux poison, la ciguë est aussi utilisée pour soigner les migraines et les troubles intestinaux. Cette plante a causé beaucoup de problèmes pour le bétail. La gératine élevée pousse dans les champs et les pâturages. Lorsqu'une vache la croque, la plante libère une toxine liposoluble. Ce poison pénètre non seulement à l'intérieur de l'animal, mais aussi dans le lait. Les jeunes veaux qui boivent le lait sont également atteints. Et ce lait empoisonné est aussi dangereux pour l'être humain. Le problème est que cette plante, originaire d'Amérique du Nord, est l'une des fleurs d'automne qui subsistent le plus longtemps. Aujourd'hui, dans les fermes modernes, le poison de cette plante n'est plus si dangereux. Mais sur les petits pâturages isolés, la gératine demeure le danger numéro 1. Nous connaissons deux sortes de haricots, ceux que nous mangeons et ceux que Jack utilise pour se rendre au pays des géants. En plus de cela, il en existe également des toxiques. Ce sont les graines du ricin commun. Elles contiennent l'une des toxines les plus dangereuses au monde, la ricine. Dès qu'elle pénètre dans ton corps, elle bloque la production des protéines nécessaires à la vie. Et sans ces protéines, tes cellules cessent de fonctionner. Plus les cellules se détruisent, plus ton corps souffre. La graine de ricin libère cette ricine lorsqu'elle est pressée. Plusieurs fèves peuvent suffire à provoquer une déshydratation, un affaiblissement, des hallucinations, des convulsions et d'autres problèmes. Il suffit d'environ 7 graines pour causer des dommages critiques. Alors souviens-toi de leur apparence et ne les touche jamais si tu en vois dans les bois. L'une des plus belles plantes de la planète est aussi l'une des plus dangereuses. Il s'agit du laurier rose. Tout est toxique dans cette plante. La tige, la racine et la fleur rose. Même un tout petit morceau de cette plante peut conduire à un empoisonnement grave. Il n'est pas nécessaire qu'elle pénètre dans ton estomac pour créer de graves problèmes d'ailleurs. Il suffit d'un petit contact avec le jus de la fleur pour provoquer des allergies. Et n'essaie pas de la brûler, car la fumée du laurier rose a aussi des effets toxiques. Et maintenant, la plante la plus dangereuse du monde. Un seul contact avec elle te fera souffrir pendant plusieurs années, ou tu pourrais même en ressentir les conséquences toute ta vie. Le Dendrocnide moroides, également surnommé Gimpy Gimpy, ressemble à un buisson de bardane ordinaire, et pas du tout à quelque chose de toxique. Mais si tu te tiens à côté de cette plante, tu auras l'impression de suffoquer et d'avoir les yeux qui pleurent. Des milliers de minuscules poils vénéneux se trouvent sur les feuilles de cette plante. Ils sont si légers qu'ils peuvent rester suspendus dans l'air et se propager par le vent. Tu dois donc mettre un masque à gaz si tu veux regarder cette plante de près. Mais si tu touches ne serait-ce que légèrement le Gimpy Gimpy, tu auras de gros problèmes. Certains comparent une piqûre de Gimpy Gimpy à 30 piqûres de guêpe simultanées. Ces poils vénéneux pénètrent facilement sous la peau et provoquent des irritations et des douleurs. Le problème, c'est que tu ne peux pas les arracher. Lave-toi à l'eau et au savon
Utilise une pommade désinfectante et tu verras que la situation ne fait qu'empirer. Les poils ne peuvent tout simplement pas être retirés, ils restent là, à libérer des toxines qui te rendent fou. Il n'existe pas d'antidote, car les chercheurs ne savent toujours pas quels sont les composants de cette toxine. Elle peut résister à des températures variées, et la sensation désagréable qu'elle provoque peut durer plusieurs heures, des jours, voire même des mois. Les personnes qui ont touché cette plante affirment que la douleur de la piqûre revient même après quelques années. Mais s'il est impossible de se débarrasser des poils, alors la seule solution est d'attendre qu'ils perdent leur toxicité. Sauf qu'il y a un autre problème. Tu peux arracher une feuille de Gimpy Gimpy avec des gants et la mettre en laboratoire. Tu la fais sécher et tu l'oublies pendant quelques années. Et voilà que se trouve devant toi une feuille flétrie et pratiquement détruite. Elle semble inoffensive à présent, mais détrompe-toi. Même après de nombreuses années, les poils restent à la surface de la feuille et conservent leurs propriétés toxiques. Le Gimpy Gimpy ne pousse qu'en Australie et en Indonésie. Il aime le soleil et les forêts vertes et denses. Autrefois, il représentait un grave danger pour les bûcherons et les touristes. Mais maintenant, tous les endroits où se trouve cette plante sont marqués d'un panneau d'avertissement. Et lors d'expositions botaniques, les scientifiques mettent cette plante sous verre pour que les gens ne la touchent pas. Les haricots paternoster ressemblent à des graines blanches avec un œil noir, ou à des graines noires ornées d'un œil blanc. Tu peux trouver ces plantes en Afrique, en Asie, en Australie et sur les côtés de l'océan Pacifique. Certaines espèces ont d'ailleurs été amenées en Floride et à Hawaï par l'homme. Et cette plante se trouve même dans les rues de certaines villes. Les haricots paternoster sont employés dans la création de bijoux et de certains jouets. Les gens qui portent de tels bracelets ne sont probablement pas au courant de la toxicité de ces graines. Ce haricot, de même que les graines de ricin, contribue à la destruction des cellules. Il est intéressant de noter que les haricots paternoster sont utilisés non seulement comme décoration, mais aussi pour traiter certains problèmes de santé. Voici la seule plante toxique de la liste qui a vraiment l'air toxique. Et tu n'auras probablement aucune envie de la ramasser si tu la croises sur ton chemin. Regarde donc cette tige rouge qui ressemble à une artère ou un système nerveux hypertrophié. Et ses baies semblables à des yeux. Lactaea pachypoda a l'air bien intimidante. Sa structure interne est aussi dangereuse que son apparence le suggère. L'acné contient une toxine très dangereuse. Et plus elle pousse longtemps, plus sa composition devient toxique. Les composés chimiques de l'acné ont un effet sédatif sur les muscles et sur le cœur. Cela signifie que ton corps se détend tellement qu'il cesse de fonctionner. Tu as probablement vu cette plante dans la réalité ou dans des documentaires. Les dionnées attrape-mouches figurent parmi les rares représentants des plantes carnivores. Heureusement, elles ne sont pas aussi dangereuses pour l'homme que pour les insectes. Mais dans tous les cas, tu ne devrais pas mettre ton doigt dedans. Voici comment elle fonctionne. La plante ouvre la bouche. En son centre se trouve un pétale rouge à l'odeur parfumée. C'est un leurre. Une mouche ou un autre insecte le remarque et décide d'y goûter. Il grimpe à l'intérieur de la fleur. Mais la dionée ne se referme pas immédiatement. De minuscules poils sensibles à l'intérieur de la plante comptent les mouvements de la mouche. Si elle fait plus de 2 mouvements dans les 20 secondes, la plante referme sa gueule en un instant. Cet intervalle empêche la dionée de se refermer inutilement lorsqu'un déchet s'y dépose. La mouche se retrouve alors piégée. Les poils des mâchoires de la plante fonctionnent comme une cage, et la proie ne peut pas s'en échapper. La dionée injecte alors un suc digestif dans sa bouche qui désintègre la mouche. 5 à 12 jours plus tard, la plante s'ouvre à nouveau et attend son prochain déjeuner. La dionée peut se nourrir de mouches, de scarabées, d'araignées et même de petites grenouilles. La berce du Caucase cause les dégâts les plus importants de toutes les plantes. Elle est dangereuse, non pas pour l'individu, mais pour des forêts et des champs entiers. La berce du Caucase est une plante envahissante. Tout comme un parasite, elle se multiplie rapidement et détruit toutes les autres fleurs de la zone. Et les insectes ne se nourrissent pas de cette plante. Il est également compliqué pour les gens de la détruire, car la berce du Caucase provoque une réaction allergique cutanée. Elle pousse rapidement, elle est immunisée contre de nombreux poisons, et elle vit longtemps. La berce du Caucase peut atteindre la hauteur d'une maison d'un étage et être profondément enracinée dans le sol. Elle libère ses graines et une légère brise les propage sur des kilomètres.
les chercheurs n'arrivent toujours pas à créer un moyen efficace de la combattre. Et il n'existe rien qui puisse vaincre la berce du Caucase dans la nature. Du moins pour le moment.